Voici mon point vidéo, ce jeudi après-midi 27 août, depuis Limassol, à Chypre. Parlons de quelques actualités. This is my video update on this Thursday afternoon, August the 27th, coming to you from Limassol, Cyprus. Let's talk about some news. And let's start things off. Et commençons par ce qui se passe à la frontière entre le Népal et la Chine. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos et les images horribles qui nous parviennent du Népal. À la frontière avec la Chine, il y a eu un énorme glissement de terrain et des inondations très puissantes qui emportent des maisons, des villes et des villages dans cette région du Népal. Des centaines de personnes sont mortes. Des centaines, voire des milliers de personnes sont portées disparues. Nos pensées et nos prières vont donc aux habitants du Népal, aux habitants de Chine, à toute cette région. Ce sont des images absolument dévastatrices à la frontière entre le Népal et la Chine. Parlons maintenant de l'Allemagne et de l'AfD. Alice Weidel a publié sur X les résultats d'un récent sondage réalisé dans l'Est de l'Allemagne qui montre que l'AfD arrive en tête avec 43%. Ils écrasent la concurrence. Ils sont très loin devant la CDU, la CSU, très loin devant le SPD, les Verts, peu importe. Ils sont loin devant tout le monde. Ils sont donnés à 43%. Selon un récent sondage Força, l'AfD a 43% dans l'ensemble de l'Est, tandis que la CDU tombe à seulement 13%. Ces citoyens veulent le changement politique. Merz est lui aussi donné autour de 13%. BlackRock Merz, sa cote d'approbation, 13%. C'est incroyable. Il y a 13% de la population allemande qui approuve réellement Merz. Ça paraît très élevé. 13%. C'est stupéfiant. Je me demande qui sont ces 13%. Qui sont ces gens? Le parti CDU, la CSU, et pas tous, font partie de ces 13%. Les employés de BlackRock, l'establishment politique allemand, ils en font probablement partie. C'est incroyable qu'il ait 13% de soutien. BlackRock Merz peut être en train de démolir complètement l'Obertsmall. Tout le monde pensait qu'Olaf Scholz était mauvais, et Olaf Scholz était mauvais. Mais alors BlackRock Merz, lui, il est horrifique. Hier, il faisait un discours, et Merz disait aux Allemands de ne pas être aussi moroses. C'est ce qu'il disait aux gens en Allemagne. Ne soyez pas si moroses. Que se passe-t-il avec ce climat de morosité et de frustration? Je crois que c'est le terme exact, la citation, la traduction exacte du discours de BlackRock Merz. Allez, l'Allemagne, secouez-vous, a-t-il dit. Ne soyez pas si frustrés. Ne soyez pas si moroses. Faites disparaître cette mine renfrognée. Oui, je sais, on a dilapidé des dizaines de milliards, des centaines de milliards pour le projet Ukraine, et on est en train de perdre. Et je sais qu'on est en train de désindustrialiser le pays. Je sais que le coût de l'énergie est 10 fois plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Et les entreprises ferment, les gens sont licenciés, et notre compétitivité s'érode. And our competitiveness is eroding away. China is taking over when it comes to La Chine a pris le dessus dans l'automobile et l'industrie manufacturière. Mais allez, Allemagne, ne soyez pas si morose. Tout va bien si vous êtes un Merz de BlackRock, si vous faites partie de la bande de Merz chez BlackRock. Ne soyez pas si morose, a dit Merz de BlackRock. Il est tellement déconnecté. Merz est complètement déconnecté de tout le monde et de tout. Mais il va verser davantage d'argent dans l'armée. Il va envoyer davantage d'argent au complexe militaro-industriel. Et nous recevons des informations selon lesquelles l'Allemagne est en discussion pour aider à financer le Trident. Berlin pourrait renforcer le programme nucléaire britannique et réduire la dépendance de l'Europe envers l'Amérique pour sa défense. Donc l'Allemagne va verser de l'argent dans le programme nucléaire Trident. Une seconde. nuclear program. One sec.
loud music from this hotel. La musique est forte depuis cet hôtel. Atlantica. Je crois que c'est l'hôtel Atlantica, si je ne me trompe pas. Donc oui, de l'argent pour le MIC. L'Allemagne en a. De l'argent pour aider le peuple allemand. Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est BlackRock Mers, en résumé. Il s'en fiche complètement. Il fait le travail pour lequel on l'a placé là. Les mondialistes l'ont mis là pour une raison, et il exécute. Il finira professeur en Colombie, pour service rendu. Professeur Mers. Alors, parlons du gobelin vert. Mers part en vrille. Il s'effondre. Le gobelin vert part en vrille. Il s'effondre. Une seconde. Spiraling. He is collapsing. One sec. Sorry about that, but very loud music. And the Désolé pour ça, algorithms are mais la musique est très forte. Et les algorithmes de YouTube vont me tomber dessus si je laisse cette musique dans la vidéo. Donc le gobelin vert, il perd complètement les pédales. Vraiment, complètement. Il essaye très fort d'attirer l'attention des États-Unis, des néoconservateurs, de l'administration Trump. Il devient très désespéré. Il veut de l'argent et des armes. Des intercepteurs et de l'argent. C'est ce que vise le gobelin vert. Et hier, il a remis une distinction à Elon Musk, l'ordre de la liberté, ou l'ordre de quelque chose. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais une récompense ukrainienne très prestigieuse a été remise à Elon Musk pour essayer de le flatter afin qu'il donne son feu vert à l'ouverture de Starlink au-dessus de la Russie. give the green light to open up Starlink over Russia. And today, Le Gobelin Vert posted. Et aujourd'hui, le gobelin vert a publié un message qu'il a reçu de Netanyahou. Un message dans une lettre officielle. Enfin, plus exactement, une lettre officielle accompagnée d'un message. Netanyahou a donc envoyé un message assez standard depuis son bureau pour féliciter l'Ukraine à l'occasion de sa fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance. Pardon, je me suis trompé. Pour féliciter l'Ukraine à l'occasion de sa fête de l'indépendance. Une lettre très classique, envoyée par Netanyahou depuis le bureau du Premier ministre israélien. Mais Netanyahou a ajouté un tout petit mot, une courte note, en bas de cette lettre, disant « J'ai apprécié de vous rencontrer, même brièvement, à Washington. » Et le gobelin vert a décidé de publier cette lettre. Il l'a publiée sur X. Et nous savons tous pourquoi il l'a publiée sur X. Il veut se faire bien voir auprès du président, de l'administration Trump, des néoconservateurs, de tous ces gens-là. Il veut montrer à quel point il est copain comme cochon avec Netanyahou, à quel point ça se passe bien pour lui avec Netanyahou. Alors donnez-moi de l'argent et donnez-moi des armes. C'est la logique du gobelin vert. Vous voyez, tout le monde, Netanyahou dit qu'il a apprécié de me rencontrer. Vous voyez Trump, il a apprécié de me rencontrer. Maintenant, livrez les patriotes américains. Zelensky devient très désespéré. Très désespéré. Ensuite, il est allé à Zaporozhye. Enfin, peut-être qu'il est allé à Zaporozhye. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Peut-être qu'il est allé à Zaporozhye et qu'il a filmé une autre de ses vidéos. Peut-être qu'il a tourné une de ses vidéos où il se tient devant le panneau avec le nom de la ville. Et d'habitude, quand il tourne une vidéo devant le nom d'une ville, c'est pratiquement la garantie que cette ville sera prise par la Russie. Pourquoi est-ce que je suis au soleil? Donc, on a cette vidéo. Il la publie. Tout va bien, non? Eh bien, pas vraiment. Parce que pendant que Zelensky prononçait son message devant le panneau de Zaporozhye, on a vu apparaître de nulle part un camion fantôme et une voiture fantôme. Regardez la vidéo. Regardez-la et dites-moi ce que vous en pensez, parce que tout le monde commente cette vidéo et ce camion fantôme.
Nous avons un camion et une voiture qui apparaissent de nulle part. Alors, est-ce que c'était une vidéo faite par Aya? Est-ce que ça a été enregistré sur fond vert depuis le bunker du Gobelin Vert à Kiev? Ou est-ce qu'il s'agit d'une coupe franche? Je vais laisser les monteurs professionnels, les designers, les graphistes, les designers graphiques et les cinéastes qui regardent cette vidéo nous dire, selon leur avis professionnel d'experts, ce qui se passe ici. D'après vous, est-ce un fond vert? Est-ce une sorte de vidéo entièrement générée par IA? Ou était-ce une coupe franche très mal réalisée? Faites-le savoir à tout le monde dans les commentaires ci-dessous. Je vous laisse trancher, vous les cinéastes et monteurs professionnels. Donc, globalement, ça a été une mauvaise journée pour le Gobelin Vert. Une journée très embarrassante et très mauvaise pour le Gobelin Vert. Bad day for the Gobelin Vert. And Russia, they launched a big... Et la Russie a lancé une importante frappe de missiles, avec des missiles balistiques et de croisière, contre l'Ukraine. De nombreuses régions ont été visées, y compris Kiev et sa périphérie. Et l'armée russe a détruit un entrepôt de 2 enseignes de vente en ligne. Ces entrepôts ont été complètement démolis. Vous voyez ce chat qui dort? Il est complètement KO. Il est KO. Mais oui, la Russie a détruit ces entrepôts détaillants en ligne. Je crois que l'un s'appelle Epicenter et l'autre Roseka, je pense. Je crois que ce sont les noms de ces services en ligne et des entrepôts que la Russie a frappés. Mais c'était une frappe très importante. Aucune défense aérienne pour abattre ces missiles. En fait, j'ai lu un rapport selon lequel l'Ukraine a utilisé 2 ou 3 missiles Patriot, ce qu'il lui restait à Kiev. À Kiev, ces patriotes ont été tirés. 2 ou 3 patriotes ont été tirés alors que les missiles russes frappaient Kiev. L'Ukraine a lancé des attaques, des frappes sur Donetsk, et ils ont touché un bus civil. Ils ont aussi touché un centre commercial à Donetsk avec des missiles Storm Shadow. Certains rapports affirment qu'il s'agissait de Flamingo et de Storm Shadow. D'autres disent que c'était un mélange de Flamingo et de Storm Shadow. Moi, je pense que c'était tous des Flamingo, tous des Storm Shadow. Désolé, mais si vous voulez mon avis, je pense que ce sont tous des Storm Shadow. Même les Flamingos sont une sorte d'arme du camp occidental collectif. Une arme fabriquée au Royaume-Uni par ce camp occidental collectif, avec un autocollant ukrainien dessus. Donc, quelle que soit la manière dont on le présente, des missiles britanniques ont été lancés sur Donetsk. Et Maria Zakharova a commenté les missiles britanniques lors d'un point presse du ministère russe des Affaires étrangères. Zakharova a déclaré que ces frappes ukrainiennes utilisant des armes britanniques vont conduire l'armée russe à viser ces installations, qu'elles se trouvent en Ukraine ou au-delà. C'est ce qu'a dit Zakharova. Un nouvel avertissement au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne devrait prendre ces avertissements très au sérieux, car la Russie en émet un très grand nombre. Et quand on voit la Russie lancer beaucoup d'avertissements, souvent les mêmes, cela signifie généralement qu'elle est sur le point d'agir. Et cela nous amène à M. Ratcliffe, à Moscou. M. Ratcliffe se rend à Moscou. Il est revenu. Il est retourné à Washington. Et dès son retour à Washington, il s'est rendu directement à la Maison-Blanche, où il a fait un briefing à Trump, à Hegseth et à l'équipe de sécurité nationale de Trump. Les généraux, les responsables militaires, tous, ont reçu un briefing de Ratcliffe pendant 3 heures. Une réunion à huis clos, ultra secrète, entre l'équipe de sécurité nationale de Trump et le directeur de la CIA pour leur raconter ce qui s'était passé à Moscou. Pendant que Ratcliffe était à Moscou, Trump a accordé une interview à Glenn Beck. Glenn Beck a interrogé Trump sur le voyage de Ratcliffe à Moscou. Et Glenn Beck a dit « Est-ce à propos d'une attaque de la Russie contre le Royaume-Uni, d'une offensive russe contre l'OTAN, ou de la Russie et de l'Iran ?» Et Trump a répondu à Glenn Beck « Rien de tout ça. » Il a dit « Rien de tout ça. »
Vous venez juste de vous réveiller, non? You just woke up, didn't you? And then Trump said it was a Et puis, Trump a dit que c'était un voyage semi-routinier. Ce sont les mots qu'il a employés. Un voyage semi-routinier. Un voyage semi-routinier avec un atterrissage à Moscou dans un gigantesque avion C-17. Semi-routinier. Ça arrive tout le temps. D'accord. Personne ne croit ça. Absolument personne. Donc Politico rapporte, selon ses sources proches du dossier, je crois qu'ils ont dit avoir 3 sources proches du dossier. Bob et Bob, en Virginie. Que Ratcliffe est allé à Moscou pour adresser un avertissement à Poutine. Ne touchez pas aux États baltes. C'était l'avertissement. Il n'a jamais rencontré Poutine, au fait. That was the warning. He never met with Putin, by the way. At least that's my understanding of things. There was no meeting. C'est en tout cas comme ça que je comprends les choses. Ratcliffe wanted to meet Putin. Il n'y a pas eu de rencontre avec Poutine. Ratcliffe voulait rencontrer Poutine, mais il ne l'a pas obtenu. Il voulait aussi rencontrer Lavrov. D'après ce que je comprends, ça n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de rencontre avec Lavrov non plus. Mais pourquoi le directeur de la CIA monterait-il dans cet avion gigantesque et se rendrait-il à Moscou pour dire aux services de renseignement russes « Restez loin de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie ». Vraiment? Pour ça, vous auriez pu appeler la Russie. Allez, personne n'y croit, personne n'y croit. Qui sont ces sources au fait du dossier Politico? J'aurais pu vous raconter une meilleure histoire que celle-là. I could have given you a better story than that one. Yeah, I'm gonna travel to Russia so that I could. Je vais me rendre en Russie pour pouvoir dire à la Russie « Ne touchez pas à la Lettonie. Voilà à quel point la Lettonie compte pour nous. Ne touchez pas à la Lettonie, ni à l'Estonie d'ailleurs. » Enfin bref, oui, c'est ce que dit Politico. Politico dit aussi que l'Iran a également été abordé lors de cette réunion. Une seconde, laissez-moi retrouver ça. L'article de Politico. Le chef de la CIA a profité de sa visite à Moscou pour avertir la Russie contre des frappes sur des alliés de l'OTAN et contre son aide à l'Iran. L'avertissement de Ratcliffe était d'arrêter de fournir des armes à l'Iran. Arrêtez avec les armes, la Russie. Bon sang, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je brûle. J'ai besoin d'ombre et j'en vois un peu plus loin. And I do see some shade up ahead. So look, Ratcliffe went to Moscow. Écoutez, Ratcliffe est allé à Moscou pour délivrer un ultimatum. Je pense que c'est très très clair. C'est pour ça qu'il était à Moscou. La CIA pilote le conflit en Ukraine, et elle le pilote depuis le début. Nous avons les révélations du Washington Post, qui est très proche de la CIA. Nous avons aussi les révélations du New York Times. Ce n'est donc un secret pour personne que cette guerre par procuration est menée par la CIA. Et nous savons aussi que Ratcliffe est un fervent soutien de Zelensky. Je me demande bien pourquoi. Et il est extrêmement anti-russe. Donc, sans aucun doute, cette réunion portait surtout sur le projet Ukraine, sur la panique, sur l'effondrement que la CIA voit se produire en Ukraine et sur la panique qui s'empare de la CIA dans l'ensemble de l'Occident collectif. That is gripping the CIA and the entirety of the collective West. Zelensky's in trouble. They're out of money. They're out of weapons. Zelensky est en difficulté. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'armes. L'hiver approche à grands pas. La Russie ne cesse de se renforcer. L'armée russe avance sur toute la ligne de front. Le port d'Odessa est complètement bloqué. La Syrie est détruite. Nous savons ce qui se passe, et la CIA le sait aussi. Alors, pris de panique, le dirigeant de ce conflit, de cette guerre, par procuration du côté américain, s'est rendu à Moscou pour essayer d'obtenir des Russes qu'ils acceptent un cessez-le-feu, pour leur adresser des avertissements et des ultimatums, pour dire à la Russie que si elle n'accepte pas ce plan de cessez-le-feu ridicule, ce nouveau plan qu'il prépare, alors la CIA va entrer dans une forme quelconque de conflit clandestin. The CIA is going to go into some sort of a covert conflict. That would be my guess as to what Ratcliffe. Ce serait
ma supposition sur ce que Radcliffe a dit au service de renseignement russe. Et on dirait que la Russie a répondu à Radcliffe. Peu importe, mon gars. Monte dans l'avion et rentre. Nous allons continuer à faire ce que nous devons faire. On dirait que la Russie n'a pas eu peur, qu'elle n'a pas été ébranlée par le voyage de Radcliffe à Moscou. Et puisque nous parlons de la guerre clandestine, un domaine que la CIA maîtrise très bien, une voiture a explosé à Saint-Pétersbourg. Un haut responsable militaire russe se trouvait dans cette voiture. Ce sont des informations préliminaires, donc je dois encore confirmer tout cela. Mais il semble bien qu'il y ait eu une voiture piégée et qu'un très haut responsable militaire de l'armée de l'air russe, je crois, se trouvait dans le véhicule et a été tué. Les guerres clandestines vont donc se poursuivre et s'intensifier. Nous entrons dans une phase très très dangereuse de ce conflit. Car ce que fait la CIA, ce que fait l'Occident collectif à travers ces guerres clandestines, la Russie va y répondre. Peut-être pas immédiatement, mais ils ne vont pas simplement laisser passer ça. Voilà pour cette mise à jour. Et Bloomberg rapporte que Poutine et la Russie se préparent à intensifier les attaques contre l'Ukraine, alors que les négociations arrivent dans une impasse. C'est ce que rapporte Bloomberg et des sources proches du dossier. En réalité, Bloomberg cite des sources proches du Kremlin. C'est ce que dit Bloomberg. La Russie se prépare à intensifier ses attaques contre l'Ukraine après avoir conclu que les négociations de paix en vue d'un accord de paix étaient dans l'impasse. Selon 3 personnes proches du Kremlin. D'accord, 3 personnes proches du Kremlin qui parlent à Bloomberg. Ok, Bloomberg, on vous croit. On vous croit, Bloomberg. Vous avez 3 personnes proches du Kremlin qui vous disent ça. Qui sont ces 3 personnes, Bloomberg? Qui sont ces gens proches du Kremlin qui vous donnent toutes ces informations? N'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Franchement, Bloomberg m'a tellement souvent induit en erreur avec ses reportages. C'est vraiment le pire. Quand il s'agit du projet Ukraine, c'est vraiment le pire, à mon humble avis. Donc voilà, Bloomberg parle d'une escalade russe. Lancez le discours sur l'escalade russe. Lancez le discours sur les attaques hybrides russes. La Russie qui attaque l'Europe. La Russie qui attaque l'OTAN. Des attaques hybrides en Europe. Et ça donnera une couverture à la CIA et aux États-Unis pour leur guerre clandestine et leurs attaques secrètes contre la Russie, n'est-ce pas? C'est comme ça que fonctionne ce jeu. C'est comme ça que tout cela se joue. Donc, l'Italie a conclu un accord secret avec le Gobelin vert, Meloni et Zelensky, selon la Repubblica. L'Italie devait envoyer à l'Ukraine du matériel radar et des choses comme ça, des générateurs à l'Ukraine. Mais ce que Meloni a réellement fait, et cela remonte à juin-juillet, selon la Repubblica, avec la coordination et la bénédiction du petit Napoléon, c'est signer avec l'Ukraine un énorme paquet d'armement. Il ne s'agit donc pas de générateurs, ni de ce genre de choses. On parle d'intercepteurs, de systèmes radars et de toutes sortes d'armes lourdes qui vont partir d'Italie vers l'Ukraine. Des armes dont l'Italie et la France ne disposent même pas actuellement. Des armes qu'il leur faudra 2 à 3 ans pour produire. Mais Meloni a déjà cédé ses armes au Gobelin vert. Bien sûr, elle va puiser de l'argent dans les caisses noires militaires de l'Union européenne. Vous voyez comment ça marche. Voilà comment ça marche. Faites un accord avec le Gobelin vert et vous pouvez accéder aux caisses noires de l'Union européenne. C'est comme ça que se joue ce jeu. C'est ce que rapporte la Repubblica. Ils ont révélé cet accord conclu par Meloni. Cet accord secret qui ne l'est plus tant que ça. Meloni est une bonne mondialiste. Meloni is a good globalist. She's a very good globalist, Meloni. Ever since Ursula threatened... Meloni est une très bonne mondialiste. Depuis qu'Ursula l'a menacée avec les outils, elle est devenue une servante très très loyale de la cause mondialiste.
Elle deviendra certainement professeure à l'Université Columbia, ça ne fait aucun doute. On aura la professeure Baerbock, le professeur Merz, la professeure Meloni. On a Nuland, on a Clinton. Bon, Budanov a été interviewé et il a dit qu'il n'y aurait pas de mobilisation des femmes parce que tous les hommes n'ont pas encore été mobilisés. C'est ce qu'a dit Budanov. Il faut encore passer par tous les hommes et ensuite on en arrivera aux femmes. Déclaration intéressante de Budanov. Budanov a aussi dit qu'il y avait de bonnes chances qu'il puisse y avoir une sorte d'avancée concernant un accord de cessez-le-feu. Très probablement en septembre, c'est ce qu'a dit Budanov. Donc, juste après la rencontre de Ratcliffe à Moscou, Budanov publie une déclaration et affirme qu'il pourrait y avoir un accord de cessez-le-feu en septembre. Budanov est très confiant dans les capacités de Ratcliffe. Budanov est un produit de la CIA, donc il est aussi très loyal envers la CIA, et il croit absolument aux tactiques de persuasion de la CIA. C'est pour cela que Budanov dit cela. Macron se plaignait aussi du fait que l'Ukraine achète des armes aux États-Unis et dans des pays hors d'Europe. Macron dit que cela ne devrait pas se produire. Si des fonds de l'Union européenne doivent être accordés pour que l'Ukraine puisse acheter des armes, ces armes devraient être achetées auprès de pays de l'Union européenne, et plus précisément auprès de la France. C'est ce que dit Macron. Parce que, voyez-vous, si l'Ukraine achète, si elle utilise l'argent des fonds de l'Union européenne pour acheter des armes aux États-Unis plutôt qu'en France, alors les 10% de commission pour le grand patron disparaissent, n'est-ce pas? 10% pour le grand patron, mais à condition que ce soit acheté auprès du complexe militaro-industriel de votre pays. Et ça nous amène à la Hongrie. Est-ce que c'est seulement une information pour la Hongrie? D'accord, c'en est une. C'en est une. La Hongrie et Magyar, le nouveau dirigeant de la Hongrie, Péter Magyar, ont officiellement qualifié la Russie de menace. Rien de bien grave. Rien de grave du tout. Il fait simplement ce pourquoi on l'a mis au pouvoir. Tout se déroule conformément au plan d'Ursula. Sous Orban, la Hongrie comptait. C'était un acteur mondial. Les gens prêtaient attention à la Hongrie. Sous Magyar, alors quoi? Vous êtes l'un des 40 pays du bloc occidental qui ont désormais qualifié la Russie de menace. Bref, donc, on a quelques autres infos puisque nous sommes sur le sujet de l'Union européenne. Il semblerait que le Canadien Carney va recevoir une invitation spéciale, une invitation rare, pour le discours sur l'état de l'Union d'Ursula. Le fameux discours sur l'état de l'Union, mondialement célèbre, d'Ursula. J'aime à penser que j'ai joué un rôle dans le fait de rendre son discours sur l'état de l'Union, mondialement célèbre. Parce que c'était ce discours sur l'état de l'Union, auquel personne ne prêtait vraiment attention il y a 3 ou 4 ans, où Ursula a prononcé ces mots désormais célèbres, des puces de machine à laver et des chiffons, des chiffons, des chiffons. C'était lors de ce discours sur l'état de l'Union en 2023. Un discours sur l'état de l'Union célèbre, célèbre. Avant ça, personne ne savait même que l'Union européenne faisait aujourd'hui un discours sur l'état de l'Union. En lambeaux, en lambeaux. Carney va assister au discours sur l'état de l'Union, et il est très très rare qu'une personne extérieure à l'Union européenne soit invitée. Carney devient le premier chef de gouvernement étranger à assister un jour à ce discours, où il sera reçu comme invité d'honneur. Le dirigeant canadien prononcera également un discours devant le Parlement, le lendemain de l'état de l'Union de von der Leyen, le 17 septembre, a déclaré un responsable au fait des préparatifs. Le Canada essaie de devenir membre de cette Union européenne qui s'effondre. Excellent timing de la part de Carney, n'est-ce pas? Cette désindustrialisation de l'Allemagne a l'air plutôt intéressante. Comment pourrais-je profiter, moi aussi, de cette désindustrialisation? Se dit Carney.
Comment pourrais-je profiter, moi aussi, de cette désindustrialisation, Monsieur Merz? Eh bien, c'est très simple, Monsieur Carney. Entrez donc dans l'Union européenne, et on s'occupe du reste. Rompez complètement vos liens avec les États-Unis. Entrez dans l'UKMM, et on s'occupera de la désindustrialisation. Ne vous inquiétez pas, Burnham va recevoir Macron la semaine prochaine. Et la raison de cette rencontre, c'est que le Royaume-Uni doit réparer sa relation avec la France. Je croyais qu'ils avaient réparé leur relation avec la France sous Starmer. Enfin, maintenant, Burnham doit faire des réparations. Voici ce que dit Politico. Andy Burnham va recevoir Emmanuel Macron à Londres dans le cadre d'une initiative diplomatique. La réinitialisation des relations entre Londres et Bruxelles devrait probablement figurer en bonne place à l'ordre du jour. D'accord. Ils doivent réinitialiser leur relation avec Bruxelles. Je croyais qu'ils l'avaient déjà réinitialisée sous Starmer. Ils doivent la réinitialiser encore une fois. Réinitialiser, réinitialiser, réinitialiser. Allez, Burnham. Réinitialiser, réinitialiser. Vous savez ce qu'ils veulent dire quand ils disent réinitialiser, n'est-ce pas? Nous savons ce qu'ils veulent dire. Réinitialiser, réinitialiser, le Brexit. C'est ça qu'ils veulent dire. Ils doivent réinitialiser le Brexit, ou plutôt, ils devraient dire le refaire. Refaire le Brexit, ou annuler le Brexit, pour être plus précis. Le langage codé qu'ils aiment employer. Alors, faisons un peu de monde de clown, et nous pourrons conclure la vidéo d'aujourd'hui. Et on commence avec Bloomberg. On revient à Bloomberg, qui publie un article intitulé « Les États-Unis cherchent à faire revivre un tribunal de l'époque de la guerre de sécession pour réclamer du pétrole iranien comme butin. » Oh là là. Oh là là. Ce que Bloomberg dit dans cet article, c'est que certains responsables américains disent « Vous savez quoi? À l'époque de la guerre de sécession, la piraterie était en quelque sorte légale. Et si nous saisissions un navire, nous pouvions prendre tout ce qui se trouvait à bord et le vendre, et l'argent revenait au gouvernement américain. Alors pourquoi ne pas remettre tout ça au goût du jour? Quelle mauvaise idée. La piraterie. La piraterie essaye de devenir la loi du pays aux États-Unis. Ça va susciter énormément d'opposition de la part de toutes sortes de gens aux États-Unis. C'est une très très mauvaise idée. Mais ils regardent le pétrole iranien et la cargaison iranienne. Ils veulent saisir cette cargaison et gagner de l'argent avec. Mais c'est une mauvaise idée. C'est une très 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 mauvaise idée. Au fait, concernant tout le mystère des mines dans le détroit d'Ormuz, dont j'ai parlé dans ma mise à jour vidéo hier, Trump affirme que les mines ont été déminées. L'Iran dit que non, elles ne l'ont pas été. Lorsque nous conclurons un accord avec Oman, nous déminerons les itinéraires précis dont nous serons convenus avec Oman. Eh bien, les pays européens disent à l'administration Trump qu'il reste encore des mines dans le détroit d'Ormuz et que les navires ne passent donc pas. Les navires ont peur de passer parce que cela n'a pas été déminé. Donc on dirait que Trump a peut-être menti un tout petit peu, juste un peu. Ensuite, dans ce monde de clowns, il y a Keith Kellogg qui donnait encore une interview. Kellogg se lamentait et se plaignait de Witkoff et de Kushner, et du fait que l'administration Trump avait décidé de l'écarter des négociations avec la Russie. Trump a choisi Witkoff et Kushner. Kellogg disait que Witkoff et Kushner ne connaissent rien à l'Ukraine et à la Russie. Ils ne sont pas qualifiés pour cette négociation, ou ils ne l'étaient pas pour ces négociations. Et il était l'envoyé pour l'Ukraine et la Russie. C'est lui qui aurait dû être le négociateur. Mais, comme l'ordonne le président, voilà ce que dit Kellogg. Comme le souhaite le président, je sers à la discrétion du président. Et il se plaignait. Il était contrarié à propos de Witkoff et Kushner. Pauvre Keith Kellogg. C'est lui l'expert. Vous êtes l'expert, Kellogg. Vraiment? Vraiment? Vous êtes vraiment l'expert sur l'Ukraine et la Russie?
La Corée du Nord combat aux côtés de la Russie. Donc ça doit vouloir dire que la Russie est en train de perdre. C'est ça votre analyse d'expert, Keith Kellogg? Vraiment? D'accord. Waouh, quelle analyse d'expert. La Corée du Nord combat aux côtés de la Russie. Donc ça veut forcément dire que la Russie perd. 40 pays combattent avec l'Ukraine. Pour l'Ukraine, donne tout à l'Ukraine. Mais c'est la Russie qui perd. D'accord, Keith Kellogg. L'envoyé pour la Russie et l'Ukraine aurait dû être le négociateur en chef, mais il ne l'a pas été. Et enfin, nous avons une publication de John Cleese sur X qui dit « Les Russes ont toujours détesté la Grande-Bretagne. C'est parce que nous avons inventé la démocratie. » Cleese a perdu la tête. Ces publications sur l'Ukraine et la Russie sont vraiment complètement délirantes. Je ne sais pas si c'est un sketch. Je commence à penser que c'est peut-être un sketch de Cleese. Mais bon, nous avons inventé la démocratie. D'accord. D'accord, John Cleese. C'est tout pour cette vidéo, tout le monde. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, nous sommes sur Rumble, nous sommes sur Telegram. Allez sur la boutique Duran. Prenez quelques produits dérivés. Le lien est dans la description, juste en dessous. Et aimez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous aussi à notre Substack. Si vous vous abonnez à Substack, vous êtes sûr de recevoir des notifications chaque fois que je publie une mise à jour vidéo ou que The Duran ou Alexander en publie une. Toutes ces notifications arriveront bientôt dans votre boîte de réception. Et je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. Take care.